Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute première vidéo analyse intersaison de l'été 2018. Et pour cette première, je vous propose qu'on se dirige du côté des Washington Wizards. Cette franchise des Wizards qui reste pour moi une franchise intrigante parce que du côté de Washington, depuis plusieurs années, on a rassemblé les bons ingrédients. On a mis en place les bonnes recettes en draftant des jeunes joueurs de qualité, en bâtissant un noyau dur qu'on développe en interne avec des jeunes joueurs qui montent en intensité, qui ont du potentiel, qui d'année en année progressent. On rajoute à côté de ça des vétérans. Et pourtant, depuis maintenant pratiquement 5 ans, eh bien, on stagne en termes de performance. On a beau changer de coach, on a beau faire des petits remodelages, on a beau développer nos jeunes joueurs, on a beau suivre tous les codes qui font qu'une franchise eh bien, revient sur le haut de l'affiche de la NBA, eh bien, on stagne du côté des Wizards en gravitant autour des 44-49% de victoire, bref, aux alentours des 50%, et on n'arrive pas à franchir un palier, toujours autour eh bien, de cette ossature Wall, Bill, Gortat, ossature aux côtés de laquelle on a greffé des Ariza, on a greffé des Paul Pierce, on a maintenant un Otto Porter qui lui aussi, jeune joueur à potentiel, qui monte en intensité d'année en année, et pourtant, les résultats restent, somme toute, toujours correct, mais on a de manière systémique maintenant une équipe des Wizards qui semble plafonner, qui semble stagner. Alors, est-ce que les arrivées de cet été 2018, avec notamment Dwight Howard, avec Rivers, avec Jeff Green, est-ce que cette équipe des Wizards va enfin franchir un cap, enfin franchir un palier? C'est ce qu'on va essayer d'analyser au travers de cette vidéo. Alors, une équipe des Wizards quelque part un petit peu dans la tourmente, qui se qualifie en play-off, qui est éliminée au premier tour. Une équipe dans laquelle il y avait des tensions. John Wall avait très clairement expliqué à son front office qu'il voulait que l'équipe se débarrasse de Marcin Gortat, qu'il fallait des joueurs qui ont la niaque et des intérieurs plus athlétiques. Les stats lui donnaient quelque part raison parce que effectivement quand on analysait poste par poste cette équipe des Wizards, on se rendait compte que c'est sur le poste de pivot où comparativement aux adversaires directs, eh bien cette équipe de Washington elle était le plus déficitaire, avec une contribution à peu près à hauteur de 15 de PER sur le poste de pivot quand on accordait à l'adversaire 20. Donc il y avait un énorme déficit de contribution sur le poste de pivot qui pénalisait l'équipe, on va revenir là-dessus. Donc John Wall a obtenu ce qu'il a voulu, parce que les Wizards ont réussi à se débarrasser de Gortat et dans un coup de maître, ils récupèrent Dwight Howard avec une mid-level exception. Donc ils ont réalisé une intersaison vraiment intéressante avec des recrutements pertinents. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'on peut essayer de projeter un petit peu l'avenir de cette équipe de Washington? Quels sont les enjeux, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite en vidéo avec, comme toujours, un épais catalogue de stats et de stats avancées d'analyse de match pour essayer eh bien, d'aller au-delà des intuitions, d'aller au-delà de la subjectivité, d'aller rechercher un petit peu d'objectivité, un peu de factuel dans cette preview de cette équipe des Wizards. Alors l'équipe de Washington, elle est fascinante aussi parce que c'est l'équipe moyenne par excellence. On est à l'extrême centre du côté des Wizards. On a la 14e attaque, la 15e défense, la 13e équipe au rebond, le 18e pace. Bref, on est au milieu, on est moyen partout. C'est vraiment l'équipe où on est moyen partout. On n'a pas de grosse force, on n'a pas de grosse faiblesse. Et c'est ça finalement qui fait notre ADN, avec une 18e place au pourcentage au tir réel. Quelques petites lacunes quand même au rebond défensif, par contre à contrario on n'était pas mauvais au rebond offensif, mais en gros, vous ne prenez pas la tête pour diagnostiquer les Wizards, c'est une équipe moyenne. Ils sont moyens partout, ces Wizards. Quand on se concentre un petit peu sur l'attaque, il y a plusieurs tendances qui sont assez intéressantes. C'est une équipe qui est extrêmement à droite au tir à 3 points. Et quand on regarde la shooting chart, on se rend compte qu'effectivement, à 45 degrés, ils ont des très belles réussites d'attaque. 3e pourcentage à 3 points de toute la NBA. Très belle réussite à 3 points. Par contre, seulement le 24e usage. C'est-à-dire qu'on est très bon à 3 points, mais on n'en abuse pas, voire on le sous-utilise peut-être un petit peu par rapport aux standards et aux tendances de la NBA moderne. A contrario,
A contrario, eh bien, on va beaucoup tirer à mi-distance du côté des Wizards. 4e usage de toute la NBA, donc quelque part, ce qu'on ne tire pas à 3 points, on va le tirer à mi-distance. On glisse vers cette tendance-là, avec un bon pourcentage à mi-distance, le 7e meilleur pourcentage de toute la NBA. Mais comme je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, quand vous êtes la 7e meilleure équipe de la NBA sur les tirs à mi-distance, vous êtes à 42%. Vous êtes à 42% de réussite, donc 42% au tir réel, puisque c'est exclusivement des tirs à 2 points. Avec la 7e meilleure adresse, par exemple, de la NBA à 3 points, vous êtes à 37-38%, et vous êtes à ce niveau-là pratiquement à 60% au tir réel, donc ça n'a absolument rien à voir, et c'est pour ça que le tir à mi-distance est en train de disparaître de la NBA, parce que ça n'est pas rémunérateur, ça n'est pas assez productif pour porter une attaque. Petit aparté terminé, et puis quand on commence à se rapprocher un petit peu du cercle, eh bien on pêche côté Wizards avec seulement la 18e réussite de la NBA dans les tirs à moins de 10 pieds du panier, donc en gros quand vous êtes à 2,50 m ou moins du cercle, eh bien on n'est pas spécialement en adresse côté Wizards, et c'est quelque chose qu'on fait assez peu, seulement le 24e taux d'usage de la ligue. Et déjà, si vous êtes un basketologue averti, il y a quelque chose qui tilte dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, attends, sur les 2 compartiments les plus rémunérateurs en attaque du basket, le 3 points et les paniers en dessous, eh bien on a une équipe des Wizards qui tente assez peu de choses par rapport aux autres équipes, et à contrario, dans ce qui est le moins rémunérateur, le tir à mi-distance, on a une équipe des Wizards qui tente beaucoup de choses. Déjà peut-être petit souci à ce niveau-là. Et puis au niveau de la répartition des tirs de champ, eh bien on a une équipe des Wizards qui est très très bonne sur le catch and shoot, donc sur la réception tir, avec des Bradley Beal, avec des autoporteurs, même John Wall il en fait assez peu, mais sur les réceptions tir il est vraiment très très bon. On a le 2e meilleur pourcentage de la NBA, le 11e taux d'usage, donc on le fait bien et on le fait relativement fréquemment. Et par contre, à contrario, sur les pull-ups, donc c'est je suis en train de dribbler, je tente mon propre tir en sortie de dribble, on tombe au 19e pourcentage de réussite de la NBA, avec un taux d'usage intermédiaire. Donc on a plus une réussite grâce au collectif côté Wizards. Il y a une circulation de balles qui décale un joueur pour un catch and shoot. On brille beaucoup plus dans ce compartiment-là que dans des séquences où les joueurs doivent se créer eux-mêmes leur propre tir, notamment via des pull-ups. Gardez ça en tête, ça va revenir par la suite. Ce qui est aussi intéressant avec cette équipe des Wizards, c'est que dans la structure des tirs en attaque, dans la répartition en fait, dans la construction de l'attaque de cette équipe des Wizards, on est quasiment en symétrie avec ce que font les Warriors. On a quasiment les mêmes fréquences, que ce soit pour les tirs à 3 points, les tirs à mi-distance, les tirs en dessous. La seule différence, c'est que quand les Warriors ils sont numéro 1 de la NBA dans tous les compartiments de réussite, 3 points, mi-distance, tir en dessous, eh bien on a des Wizards qui sont un petit peu décrochés. Donc on est dans les pas, on est en inspiration de ce qui se fait de mieux dans la NBA, mais on n'a pas la réussite à la clé, et évidemment pas le même succès, vous aurez compris. Rapide tour du côté des playtypes, toujours dans le diagnostic attaque de cette équipe des Wizards. Donc les playtypes, pour rappel, ce sont quoi ? C'est un découpage, si vous voulez, de tout ce qu'il est possible de faire en attaque dans le basket. Et bien du côté des Wizards, j'ai fait un petit diagramme. Du côté des Wizards, c'est en indice 100. Donc quand vous êtes à 100, vous êtes la meilleure équipe de la NBA, et à contrario, quand vous êtes à 0, vous êtes la plus mauvaise. On remarque que les Wizards, dans tout ce qui concerne les playtypes relatifs au tir, donc les off-screen, les spot-up, on a une équipe qui est tout à fait honorable, qui est pas mal. En transition, on est aussi pas mal du tout. Là où c'est plus compliqué, c'est autour du pick and roll. Alors là, il y a une énorme problématique du côté du pick and roll dans cette capitale de Washington, parce que ce soit avec pick and roll porteur de balle ou pick and roll quand on va resservir celui qui pose l'écran
quand il ouvre à 3 points ou qu'il ouvre au panier, on a des rendements qui sont vraiment très 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 bas. Et ça, c'est une vraie problématique parce que les Wizards utilisent assez fréquemment le pick and roll. Et dès lors que vous utilisez fréquemment quelque chose que vous faites mal, c'est toujours un souci, c'est toujours un problème parce que 21% des séquences offensives d'attaque de cette équipe de Washington ont un indice d'efficacité de 48 sur 200. On est dans les vilains petits canards de la NBA dans l'utilisation du pick and roll et on se dit attends, les Wizards, John Wall qui est quand même pas un manche, Gortat qui est quand même pas un manche, et on n'arrive pas à performer sur le pick and roll, il y a un problème. On va revenir sur ça un petit peu plus en détail. Rapide point sur la défense, on l'avait vu, c'est une défense moyenne, donc pas vraiment de grosses faiblesses, pas vraiment de grosses forces. Ce qui est quand même à noter, c'est qu'on défend très très bien le 3 points et très très bien le tir à mi-distance du côté des Wizards, 5e meilleure défense sur les tirs extérieurs. Par contre, dès lors qu'il faut aller défendre un petit peu près du cercle, il n'y a plus personne. 28e défense pour la contestation des tirs en dessous. Complètement binaire, c'est complètement binaire, et là effectivement on retrouve peut-être les problématiques de pivot. Il manque une ancre défensive à cette défense des Wizards, il manque peut-être un joueur en capacité d'aller repousser les assaillants adverses dès lors qu'ils veulent s'attaquer au cercle. Et puis il y a peut-être aussi des problèmes d'aide, des problèmes de communication qui font que dès lors qu'on est débordé, dès lors que ça drive, on laisse des paniers clés en main en dessous et forcément un haut pourcentage à l'adversaire direct. Et si on regarde les play types défensifs, eh bien on retrouve les tendances qu'on vient de voir avec la shooting chart juste avant, avec une défense des Wizards qui est très bonne sur les spot-up, qui est pas mauvaise sur la défense du jeu en transition, du jeu rapide, sur le repli défensif, qui est pas mauvaise sur les off-screen. Donc tout ce qui concerne la défense de l'extérieur, c'est pas trop mal. Par contre, pick and roll, dès lors que c'est le poseur de l'écran qui jaillit, ou sur les cuts, ou sur les isolations où il faut venir aider, il n'y a personne. Et sur les post-up, c'est pareil. Donc, toutes les séquences qui vous amènent un peu de jeu intérieur, la défense des Wizards, c'est un château de cartes qui s'écroule, et il n'y a plus personne. Et comme je vous le disais, ça peut être la résultante d'intérieur un petit peu trop faible en défense. Il manque quelqu'un pour dissuader, pour contester les drives, et puis aussi des problématiques d'aide. On ne peut pas tout imputer aux intérieurs. Il y a un moment où si vous êtes débordé sur l'isolation et qu'il n'y a pas d'aide, évidemment, en défense de l'ISO, vous allez être catastrophique. On a fait le diagnostic, on a fait le bilan, on a passé au crible un petit peu cette équipe de Washington. Quels sont maintenant les axes d'amélioration possibles de cette équipe et dans quelle mesure les recrutements de l'été permettent de gommer les petites errances, les petites lacunes et à contrario peut-être de booster encore plus les forces et les faiblesses de l'équipe. Alors, pour moi en numéro 1, condition primordiale et sine qua non d'une saison 2018-2019 qui serait une bonne saison pour les Wizards, il faut que la santé soit au rendez-vous et qu'on passe à autre chose que ces problématiques de bobos, de blessures, et qu'on ait enfin une équipe de Washington au complet et des matchs qui se jouent ensemble. La saison passée, Bill Porter et John Wall, le Big 3 de cette équipe des Wizards, n'a joué que 37 matchs ensemble. Donc ça, c'est pas possible. Il faut que les 3 meilleurs joueurs de l'équipe jouent au moins 65-70 matchs ensemble pour que l'ossature, la clé de voûte de l'équipe, elle soit là dans au moins 3/4 des matchs. Sinon, effectivement, ça va être un problème. C'est d'autant plus problématique que quand ces 3-là sont ensemble sur le terrain, regardez le différentiel qualité d'attaque, qualité défense de cette équipe de Washington, il est très très bon. Et c'est de très loin le meilleur trio de cette équipe des Wizards parmi les trios qui ont le plus joué la saison passée. Donc, il faut que John Wall, son genou tienne la route, et il faut qu'à côté de lui, les autres joueurs restent en forme et jouent un maximum de matchs. Ça, c'est la condition sine qua non. Ça sert à rien d'essayer de se projeter sur l'avenir des Wizards sans effectivement avoir une ossature, un noyau dur qui va jouer un maximum de matchs ensemble. C'est vrai pour toutes les équipes, mais rappelons-le nous, ça a aussi évidemment conduit les Wizards à avoir des mauvais résultats la saison passée. En numéro 2, parmi les axes d'amélioration, il faut un rééquilibrage de l'attaque.
On va faire un long pavé là-dessus, parce que c'est pour moi l'une des problématiques principales de cette équipe des Wizards. Côté Wizards, il y a une vraie schizophrénie. Il y a une vraie schizophrénie côté Wizards, je vais vous expliquer mon propos. On l'a vu, on a une efficacité offensive qui est basée sur la construction collective. Parce qu'on a des joueurs qui sont très très bons sur le catch and shoot par exemple. Sauf que cette équipe des Wizards, qui a besoin d'un collectif pour mettre en valeur ces joueurs, pour les faire briller, pour les mettre en efficacité, cette équipe des Wizards, ça n'est que la 20e équipe de la NBA pour la génération de passes. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui a finalement assez peu de circulation du ballon, il y a beaucoup de monopolisation de la balle, il y a un jeu collectif qui est moins riche que dans d'autres effectifs qui sont basés aussi à l'image des Warriors par exemple, puisqu'on a parlé du comparatif sur du catch and shoot, des off-screen, des sorties d'écran, et ça c'est un vrai problème. Parce que, une nouvelle fois, on ne va pas exploiter suffisamment correctement les forces de l'équipe. Et c'est insoluble. Si vous faites bien quelque chose, mais que vous ne vous efforcez pas à le faire davantage, vous allez rester effectivement dans la terre du milieu, une équipe moyenne. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et puis, il y a une autre problématique, qui en est une vraie. C'est la problématique John Wall. Je vais m'expliquer, les fans des Wizards et de John Wall vont me tomber dessus, mais je vais m'expliquer, vous allez voir ce que j'entends par là. John Wall, c'est le franchise player de l'équipe. Contrat max, All-Star, All-NBA, pas de souci là-dessus. Donc, c'est le joueur de cette équipe des Wizards qui a le taux d'usage le plus élevé, à 29%. Ça veut donc dire que quand il est sur le terrain, 29% de la finalité d'une attaque, c'est John Wall. Ça va être un tir tenté, un lay-up ou une provocation de faute et des lancers francs. Très bien. Sauf que John Wall, c'est 51% au tir réel. C'est un pourcentage extrêmement bas, voire médiocre, voire mauvais. Et de très loin, le pourcentage le plus faible des joueurs des Wizards qui ont joué le plus la saison passée, ou en tout cas qui avaient le plus haut taux d'usage la saison passée. Et ça, c'est une problématique. Votre franchise player qui a tous les ballons, c'est le plus maladroit de vos joueurs. Et donc ça va vite montrer ses limites, parce que quand un tiers des tirs tentés par votre franchise player, c'est de la bricasse, vous n'allez pas spécialement bien vous en tirer. La saison passée, ça a été certes une saison compliquée pour John Wall, blessures, etc. Mais sur les 41 matchs qu'il a joués, dans seulement 8, il a été à plus de 50% de réussite au tir. Et à contrario, dans 22 matchs sur 41, donc dans plus de la moitié, il a été à moins de 40% dans la réussite au tir. Je voudrais pas faire de mauvais jeu de mots, mais quand on s'appelle Wall et qu'on aligne les briques, ça ne va pas aider à faire performer son équipe en attaque. Et quand on regarde la shooting chart, ça brûle les yeux, et on a un John Wall qui est envers et contre tout. On a un John Wall dont le surnom pourrait être Against All Odds, parce qu'on a un joueur qui va tirer en abondance à mi-distance, alors que le tir à mi-distance est en train de disparaître de la NBA pour cause d'inefficacité, et finalement, on va faire beaucoup quelque chose d'inefficace, et on va le faire beaucoup moins bien que la moyenne NBA. Donc c'est à s'arracher les cheveux, c'est juste à s'arracher les cheveux en termes de pertinence et de cohérence. La moitié des tirs tentés en attaque par John Wall sont des pull-ups, donc des tirs en sortie de dribble. Et sur ces tirs en sortie de dribble, il est à 35% de réussite au tir réel. 31% au tir standard, 35% au tir réel. Pourquoi ? Mais pourquoi faire autant quelque chose dans lequel on est aussi inefficace ? D'autant plus que, regardez, quand il se force à attaquer le cercle, à tenter des tirs tout près du panier, il est à 64%. Il est à 64%, donc on devrait tout simplement inverser. La moitié, même 60% des tirs tentés par John Wall devraient être des drives vers le cercle. Et le pull-up, qu'il maîtrise mal, devrait être anecdotique.
Or, c'est tout l'inverse qu'on a mis en place côté Wizards. Et moi, ça me fait toujours m'arracher les cheveux parce que dans des équipes où il y a des dizaines d'assistants coach, des dizaines de coordinateurs vidéo qui ont accès à ces stats qui sont complètement publics, comment ça ne peut pas vous sauter aux yeux et comment vous ne pouvez pas vous faire s'ajuster votre joueur dans la foulée. Bref, ça c'est pas bon. Je suis désolé, mais c'est pas bon. Et quand on regarde encore un petit peu plus dans le détail la répartition de tirs de John Wall, un tiers de ces tirs tentés, les tirs à mi-distance, sont des tirs à 28% de réussite. Mais what? Mais what else? What else? Quand un tiers de ce que vous faites, c'est à 28% de réussite. Mais arrêtez tout. Arrêtez de tirer à mi-distance quand vous êtes à 28%. C'est juste abyssal. C'est juste tout simplement abyssal. Et on est dans l'inefficacité, malheureusement, la plus totale. Et c'est d'autant plus vexant, si vous êtes un fan des Wizards, que sur le tir à 3 points, il a fait des progrès, il est pas mal. Et quand il faut aller attaquer fort le cercle, il est superbe. Donc c'est juste prendre un bâton et s'auto-flageller à tirer à mi-distance avec autant de fréquence, autant d'abondance. Et on retrouve cette tendance dans les fréquences d'utilisation du pick and roll porteur de balle pour John Wall. 30% de ce qu'il fait en attaque, ça va être du pick and roll porteur de balle. Donc il y a un écran qui est posé sur lui, il sort de l'écran et il a un petit tir à mi-distance en sortie d'écran. Et sur ses actions en porteur de balle pick and roll, il est à 0,70 points par possession. Pour rappel, la moyenne NBA c'est 1,05. Donc sur 100 possessions, il met 70 points, quand la moyenne NBA vous apporterait 105 points sur 100 possessions. C'est un indice 29. C'est indice 29 dans l'ensemble de la NBA. Vous avez un joueur qui s'autoproclame l'un des meilleurs meneurs de la NBA et qui, on va dire, dans l'ADN de base du meneur, le pick and roll, est en indice 29. Donc malheureusement, au vu du taux d'usage, évidemment que ça nuit énormément à l'efficacité offensive de cette équipe des Washington Wizards. Et c'est d'autant plus frustrant que la couverture qui est tirée du côté de John Wall, eh bien, elle est forcément un petit peu moins du côté des autoporteurs des Bradley Beal, des joueurs qui sont à 64 et 63% sur du catch and shoot. Donc si on avait une équipe des Wizards avec un dispositif collectif en attaque, où John Wall il a un petit peu moins le ballon en main, il y a plus de circulation de balles, il y a plus de mouvements, il y a plus de séquences où Porter et Beal ils vont jaillir d'un écran, avoir de la réception tir ou feinte et jeu drive au cercle, on aurait des Wizards qui seraient beaucoup plus en efficacité. Et idem, un John Wall qui est beaucoup moins en tentative d'auto-création de tir et plus dans des séquences où il arrive, il jaillit, sortie d'écran, je vais driver ou pick and roll et je me fais violent, je vais au cercle, on aurait des Wizards qui seraient beaucoup plus en efficacité. Donc malheureusement, dans la sélection de tirs, si vous voulez, des Wizards dans l'approche collective et plus spécifiquement sur le cas de John Wall, il y a des incohérences. Il y a des incohérences qui entraînent de l'inefficacité et qui pénalisent cette équipe des Wizards. Troisième point qu'il faut améliorer côté Wizards, c'est l'impact des joueurs du banc. C'est l'impact des joueurs du banc. Les joueurs du banc qui, au cumulé, sont la 4e attaque de la NBA, mais seulement la 23e défense. Et dès lors que le 5 mineur est lancé dans l'arène, eh bien, on a un 5 mineur qui est à 105 points pour 100 possessions marquées en attaque et 110 encaissées pour 100 possessions en défense. Donc on a très clairement des joueurs du banc côté Wizards qui ont du mal à défendre. Ce qui peut paradoxalement surprendre parce qu'on se dit, il y a des Oubré, il y a des Mahami, des joueurs qui ont a priori plutôt un profil défensif. Je m'attendais à ce que ça soit l'inverse. Vous voyez, d'où l'intérêt de toujours faire valider les intuitions et la subjectivité par les stats avancées. Je m'attendais à ce que ça soit l'inverse, que la défense du banc des Wizards soit correcte et que ça soit en attaque qu'on ait des petits problèmes à créer. Et ben non, c'est l'inverse. C'est en défense que les joueurs du banc ont du mal. Alors c'est une approche globale, c'est pas de la faute d'un joueur en particulier, mais on a des problématiques d'impact d'une manière générale
des joueurs du banc. Alors avec les arrivées de Austin Rivers, de Jeff Green, un Satoransky qui va être rebasculé sur le banc si un John Wall revient en pleine forme, la donne va peut-être être corrigée. Parce qu'on va avoir un 5 mineur, Satoransky, Rivers, Oubre Jr., Jeff Green et Mahami, un 5 mineur qui est équilibré, qui est somme toute correct. Donc ça devrait être corrigé, mais très clairement, le banc un petit peu faible des Wizards a fait du tort sur la saison passée et sur les saisons précédentes. Et c'est quelque chose qu'il faut surveiller à l'avenir. Et puis en numéro 4. En numéro 4, il faut corriger, il faut réparer l'axe du pick and roll côté Washington Wizards, parce qu'on a d'un côté un John Wall qui est en indice 29 quand sur le pick and roll il a la balle en main, et on avait en tout cas de l'autre un Gortat qui, dès lors que le ballon lui retombait dans les mains sur le pick and roll, était en indice 13 sur 100. Donc des deux côtés finalement de l'arbre pick and roll, on avait une défaillance côté Wizards. Donc on l'a vu ensemble, il faut que du côté du jeu de John Wall, eh bien on ait de mutation, qu'on arrête ces sorties d'écran pull-up à mi-distance sur lequel il est en inefficacité totale, et qu'on fasse sortie d'écran, changement de rythme, accélération, et on va finir fort au cercle, et on va enfin aller chercher des points au pourcentage. Et de l'autre côté, avec l'arrivée de Dwight Howard, on récupère un intérieur qui, sur le pick and roll, est en indice 42, donc c'est pas encore parmi l'élite de la NBA, mais on a un Howard qui peut finir un petit peu plus fort qu'un Gortat au cercle sur des séquences où il est bien servi. C'était quelque chose qu'il faisait assez peu du côté des Hornets, nul doute que ça sera plus développé du côté des Wizards, mais avec un bel effort qui peut être fait des deux côtés. L'axe du pick and roll côté Washington peut être corrigé, et cette correction fera énormément de bien à l'équipe, qui verra évidemment dans la continuité ses performances offensives améliorées. Et puis en numéro 5, il y a parmi les choses à mettre en place du côté des Wizards, la correction de la faiblesse au poste de pivot. Parce qu'on l'a vu en préambule, c'est sur ce poste 5 que les Wizards avaient le déficit le plus marqué de tous les postes de leur effectif. Ils abandonnent un Gortat qui laissait, voyez, un déficit de 3,4 unités par rapport à son adversaire direct sur le poste de pivot, et on échange et on récupère en contrepartie un Dwight Howard qui arrive avec évidemment une meilleure contribution, notamment dans les qualités de réussite. Vous voyez, Gortat était péniblement à 52% au tir pondéré, Howard est à 56%, et puis on arrive avec de bien meilleures qualités de rebond. Ce qui fait que, en comparaison, par rapport aux adversaires directs pivots de Dwight Howard la saison passée, eh bien, on avait une productivité et une contribution bien meilleure du côté de l'ex-intérieur des Hornets. Et ça va faire du bien aux Wizards, parce que du coup, de facto, ça corrige le malus que l'équipe avait sur le poste 5, sur le poste de pivot, et ça c'est une bonne nouvelle parce que c'était un peu le talon d'Achille de l'équipe. Et puis on le Dwight Howard, on vient de le voir, c'est un meilleur rebondeur, notamment au rebond défensif. Gortat était pas mauvais au rebond offensif parce qu'il se plaçait bien, mais peut-être par manque de qualité athlétique sur le rebond défensif, c'était un petit peu plus compliqué. Là, Dwight Howard est un superbe défenseur et un superbe rebondeur défensif, et du coup ça va augmenter les capacités de rebond de cette équipe des Wizards. A contrario, ça va limiter les capacités de rebond offensif des adversaires de Washington, et ça c'est une bonne chose, parce que c'était la 22e équipe pour ce qui était d'accorder des paniers en deuxième intention à ses adversaires directs. Donc on avait une problématique de rebond défensif qui tirait la défense vers le bas, parce qu'on avait beau bien essayer de défendre, derrière on prenait pas le rebond, et on avait un adversaire qui avait une deuxième chance sur la même possession de marquer, et ça nivelait la défense vers le bas. Avec Dwight Howard, ça va être corrigé. Ça va pas être le jour et la nuit, mais ça va être corrigé un petit peu, et ça va faire du bien à la défense de cette équipe des Wizards. Et dès lors dans le basket que vous améliorez votre défense par effet domino, eh bien vous allez avoir une meilleure attaque, parce que vous allez avoir des stops en plus, des occasions d'accélérer. On a vu que Washington, sur du jeu rapide en transition, ils étaient très très bons, ils trouvaient de l'efficacité, et ça va faire du bien à tout le spectre de cette équipe des Wizards.
Ok, ok, c'est bien beau tout ça, mais les Wizards 2019, ça va donner quoi? En termes de projection, est-ce qu'ils vont être meilleurs, est-ce qu'ils vont être moins bons? Qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, petit exercice auquel je me suis prêté. On a vu que Dwight Howard, ça apporte un ancrage défensif dans la raquette, ça apporte du rebond, ça gomme un petit peu le malus sur le poste de pivot, les Wizards en avaient besoin, bonne pioche. À côté de ça, vous avez les arrivées d'Austin Rivers et de Jeff Green qui apportent de la polyvalence en sortie de banc. Aucun des deux n'a vraiment une carte bonus, un avantage comparatif extraordinaire qui peut catapulter et transformer l'équipe, mais ça apporte de la polyvalence en sortie de banc et on l'a vu, les Wizards, ils ont besoin d'améliorer leur banc. C'est cohérent, c'est pertinent. Si on part du postulat que John Wall ne fait pas évoluer son portefeuille d'attaque, ce qui serait pour moi une erreur et une hérésie parce que je vous ai démontré par A plus B qu'il y avait trop d'incohérences dans sa sélection de tirs en attaque. Eh bien on a une attaque des Wizards qui était la 14e attaque de la NBA la saison passée, qui restera la 14e attaque de la NBA la saison prochaine. Parce que plus de Wall, vous aurez moins de Satoransky, vous aurez moins d'Austin Rivers, des joueurs qui sont malgré tout, alors qu'ils n'ont pas spécialement la carte, qu'ils ne sont pas spécialement connus, ils ont un apport et une contribution en attaque qui est intéressante dans un registre complètement différent. Bref, stagnation de l'attaque. En partant du principe que Bill, Porter, etc. sont dans la continuité de la saison passée. Dwight Howard, avec son explosivité, ses qualités athlétiques, ne change absolument rien la donne pour ce qui est de cette attaque des Wizards. Avec un John Wall ajusté. Avec un John Wall ajusté qui fait l'effort de plus attaquer le cercle, qui peut-être existe différemment dans l'attaque des Wizards. Un John Wall qui n'est plus à 50% au tir réel, mais qui est à 55-56. Eh bien, on a une attaque qui était la 14e de la NBA la saison passée, qui peut devenir la 10 et 11e de la NBA. Donc vous voyez qu'un joueur seul peut, parce qu'il est le franchise player de l'équipe, complètement changer la donne en termes d'impact et en termes de rendement offensif de l'équipe. Et même si c'est une progression qui peut sembler minime, on n'est pas 14e, on est 11e, ok génial, on va pas jouer le titre, certes, mais ça permet quand même à l'équipe de franchir un petit palier. À côté de ça, la défense, 15e équipe de défense la saison passée, avec les arrivées de notamment Dwight Howard, on a une défense des Wizards qui peut être entre la 11e et la 12e meilleure défense de la NBA, parce qu'on va prendre plus de rebonds, parce qu'on va avoir plus de stops défensifs avec un Howard en dissuasion dans la raquette, peut-être qu'on aura aussi des meilleures aides. Exercice de projection, c'est ma petite recette perso, je vous en donnerai pas là, je vous en donnerai pas les ingrédients, mais petite recette de projection, on avait vu que j'avais utilisé la même recette en 2017 sur les analyses intersaisons, que globalement on était plus ou moins dans les clous, même si c'est toujours très très compliqué de faire des projections sur la défense parce que il y a un facteur inquantifiable, impalpable dans la défense, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 5 joueurs défensivement moyens ensemble et vous aurez une très bonne défense. Et à contrario, vous pouvez mettre 3 très bons défenseurs avec 2 moyens, voire 2 médiocres, et vous vous dites ouais, on va quand même être bon, et en fait non, vous allez être moyen. Parce qu'un seul ou 2 mauvais joueurs peuvent complètement vous faire plonger. Donc, a priori, défense projetée aux alentours de la 11e ou de la 12e place. Donc, avec 10e attaque, 10e défense, globalement pour faire simple, on a une équipe des Wizards entre 48 et 50 victoires. En conclusion, quel bilan peut-on tirer de cette équipe potentielle des Wizards 2019 ? Eh bien, dans un premier temps, l'avenir de Washington, il est directement lié à la contribution offensive de John Wall. Parce qu'on l'a vu, les Wizards, eh bien, il y a peut-être une sous-utilisation du tir à 3 points, des manques de capacité à aller chercher des paniers à haut pourcentage sous le cercle, et parce qu'on va un petit peu trop tirer à mi-distance et pas assez tirer à 3 points du principal fait de la sélection de tir de John Wall, eh bien c'est le premier qui, en faisant un ajustement dans son style, dans sa sélection de tir, peut changer la donne de cette équipe des Wizards en attaque et permettre à l'équipe de franchir un palier. C'est ce qu'on avait vu dans l'hypothèse que j'ai évoquée dans les projections. Donc un Wall qui continue
à être la tour de contrôle de cette équipe, qui pourra lancer des alley-oops à Dwight Howard sur du pick and roll, qui pourra driver, fixer, et si la défense ne vient pas sur lui, finir fort sous le cercle, ou à contrario, créer des renversements sur Beal, Porter, Austin Rivers, qui pourront sanctionner sur du catch and shoot, sur de la réception-tir, et faire mal au-delà de la ligne à 3 points, mais il faut absolument supprimer toute cette constellation de tirs tentés à mi-distance qui plonge un petit peu l'équipe dans l'inefficacité. Les recrutements, ils sont cohérents et ils sont bien vus. L'arrivée de Dwight Howard apporte un boost au rebond défensif. Les Wizards en avaient besoin. Il y a certes un petit peu moins de polyvalence et de palette de mouvement dans le jeu offensif qu'un Gortat qui pouvait s'écarter et tirer un petit peu à mi-distance. Mais les Wizards, ils veulent pas tirer à mi-distance. En tout cas, je ne leur souhaite pas de continuer à tirer à mi-distance. Il faut qu'ils cherchent à se rapprocher du cercle et à finir fort. Le plus proche du panier possible, et Dwight Howard, effectivement, il a un petit peu décroché dans ses pourcentages la saison passée aux Hornets, mais il y a encore 2 saisons du côté des Hawks, il était pratiquement à 70% de réussite dans la zone restreinte, donc tout près du cercle, et c'est un joueur qui peut finir très très fort avec ses qualités athlétiques au panier, en tout cas plus fort qu'un Gortat. Il y a moins de qualité certes de passe, il n'y a pas cette possibilité de prendre le petit tir à mi-distance, mais si les Wizards veulent gommer une autre lacune qui est effectivement le pourcentage de réussite tout près du panier, avec Dwight Howard, ils peuvent tenter des choses. Ils peuvent tenter des choses avec des rebonds offensifs et ça claque un gros dunk derrière, avec des ouvertures sur le pick and roll et on a une finition très fort près du cercle, bien servi par John Wall. Ça peut effectivement donner quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis l'addition de Austin Rivers permet d'avoir un joueur qui a un peu plus de 37% sur le tir à 3 points, une équipe des Wizards qui était déjà très bien lotie dans ce compartiment. Si elle gomme un petit peu ses tirs à mi-distance au profit du 3 points, Rivers pourra en récupérer les miettes et effectivement il aura une carte à jouer. Et puis accessoirement ça permet d'avoir un 5 mineur en sortie de banc qui est cohérent, qui est équilibré et qui pourra apporter qualité d'attaque, peut-être un petit peu plus de qualité de défense, et c'est une chose encore en plus que les Wizards ont besoin. Après, ces ajouts ne révolutionnent pas non plus complètement le visage de l'équipe, c'est des joueurs intéressants, mais on n'est pas dans un boost qui transforme les Wizards en un prétendant au titre. Par exemple, c'est ce qu'on a vu dans les projections. Mais on ne transforme pas une équipe moyenne en une équipe en capacité d'aller jouer le titre. Voilà en gros ce que je veux dire entre les lignes, et ça commence à poser de vraies questions. Ça commence à poser de vraies questions parce que la saison prochaine, enfin pas la saison prochaine, mais après l'exercice de la saison prochaine, donc à partir de 2019-2020, on a Porter à 27 millions, Bill à 27 millions et John Wall à 38 millions la saison. Ça veut dire qu'à E3, ils engloutissent 92 millions de dollars du salary cap. Ça fait plus de 85% de toute la masse salariale disponible de l'équipe. Ça veut dire qu'à côté de ces 3 joueurs-là, vous n'avez absolument pas le budget de rajouter un autre joueur majeur qui peut vous permettre de franchir encore un palier. Et ça, ça pose une vraie question et une vraie problématique, parce que si vous avez un noyau dur, finalement, qui est correct, mais qui ne vous permet pas d'aller plus loin qu'un premier tour des playoffs, il va falloir commencer à se poser la question de la cohérence de la structure de cette équipe des Wizards. Et on a encore tout un exercice 2018-2019 pour voir ça en action, des Wizards en forme, parce qu'ils peuvent attaquer correctement, parce qu'ils peuvent défendre correctement, parce qu'il y a de la polyvalence. Ça peut rester une place forte de l'Est, ou en tout cas une équipe à l'Est qui peut jouer des coudes. Et dans une conférence Est où ça peut se jouer vraisemblablement entre Celtics, Raptors, Sixers, eh bien ça peut être pas mal de jeter un 4e larron dans la bataille avec cette équipe des Wizards qui peut essayer de jouer les coudes. Après, pourquoi pas aussi les Bucks. Mais voilà, plus il y aura de places fortes dans cette conférence Est, plus l'enjeu et la route pour la finale NBA sera passionnante. On suivra ça de très près. Mais c'est dans longtemps. On a le temps d'y réfléchir. Merci de votre fidélité. Allez, à très bientôt. Bon match à tous.